Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouveau MDB Talk. Aujourd'hui, je suis avec Jacques, un de nos éminents membres du cercle depuis maintenant bientôt 2 ans. Je suis ravi de te recevoir, Jacques, dans ce podcast. C'est un plaisir. C'est une première, je crois, pour un podcast pour toi. Exactement. Et dans ce podcast, on va parler de différentes choses, mais notamment de ton parcours, ton activité de marchand de biens, ton activité avant le marchand de biens, parce que tu as eu une carrière professionnelle riche avant le marchand de biens. Qu'est-ce qui t'a mené à cette activité de marchand ? Des questions de réemploi, de réinvestissement, et puis ce que tu as découvert dans le cercle. Et puis voilà, on a un bon programme. J'espère que ça te va. Parfait. Eh ben, ce que je te propose, si tu le veux bien, c'est de commencer par te présenter et nous en dire un petit peu plus sur toi, déjà, parfait. et sur ta première vie d'entrepreneur. Le parcours. Exactement. Bon, allons-y. Bon, je vais pas tout faire le parcours parce que ça risque d'être long, mais voilà, j'ai eu l'envie de créer une société dès le départ, tout jeune. Donc la première structure que j'ai créée, j'avais 23 ans, enfin 24 ans à peu près, avec un ami d'enfance. Donc une création parce qu'on avait vraiment envie de ne pas rentrer dans le monde du salariat. Donc je voulais être indépendant dès le départ. À l'époque, c'était en 89. On n'avait pas trop accès à Internet, ça n'existait pas. Donc on se sentait un petit peu seul avec nos rêves. Mais on a tenu et en fait, on n'avait pas grand-chose à perdre. Donc on a créé une structure. J'ai raconté à mon banquier que j'avais besoin de financement pour poursuivre mes études, que je venais d'arrêter, que j'avais pris la décision d'arrêter. Donc il m'a prêté 30 000 francs avec un différé de 3 ans. Et ces 30 000 francs, ça a été mon capital, enfin en tout cas la partie de mon apport dans la structure qu'on a créée avec mon associé. Donc on a, voilà, en 89, une activité dans la communication par l'objet, un domaine qui est un peu inconnu du grand public. Mais moi, ce qui m'a plu, c'est qu'il y avait un marché. Parce qu'en fait, il n'a pas beaucoup varié depuis... Enfin, ce n'était pas en euros à l'époque, mais ça pèse à peu près 1,5 milliard d'euros par an pour ce marché. C'est-à-dire que pour les entreprises... Exactement. Donc, chaque entreprise dépense tous les ans, que ça peut être le petit commerçant, c'est-à-dire le restaurant chinois ou la boulangerie fait son petit calendrier de fin d'année. Et les boîtes du CAC 40 comme Total dépensent des millions d'euros en objet pub, je parle simplement. C'est-à-dire qu'on parle de goodies un petit peu pour un peu péjoratif comme terme, mais c'est ça. Oui, donc les objets pub et tout ce que tu faisais, ça va du stylo au mug, au polo, aux vêtements brandés aux couleurs d'une marque, etc. Calendrier, tu l'as dit, enfin tous ces objets-là. Ok. Et donc voilà, on a le parcours de plus de 30 ans dans ce métier-là. On a démarré à 2 amis, 2 copains d'enfance. Et on a tous les ans progressé. On a vécu la mode du pins. Ça a été une grosse folie parce qu'en fait, les patrons des boîtes du CAC 40 ne commençaient pas une réunion sans échanger leurs pins. C'était assez dingue. Ça a duré, je ne me souviens plus très bien, au moins 2 ans. Mais bon, voilà, c'était sympa. On a vécu des crises, les guerres en Irak, toutes ces choses-là qui ont fait que la publicité a plongé très vite. Bon, il a fallu faire le dos rond. Ça apprend un peu ce que c'est que l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut gérer du long terme, avec des moments faciles, des moments beaucoup plus durs pour tenir dans le temps. Très clair. Voilà. Donc, tu as mené cette entreprise avec ton associé pendant une 30aine d'années, c'est ça ? C'est ça. Et du coup, aujourd'hui, donc ça a fait que de l'objet pub, toujours, avec une croissance progressive, comme tu l'as dit. On a démarré, on était 2 copains d'enfance et j'ai quitté le projet. On était 50 collaborateurs. Et j'ai quitté parce qu'en fait, j'avais fait un peu le tour du sujet. Ça a été une belle aventure. Et je suis parti au moment où on va dire entre guillemets, ça accélérait. Donc ça pouvait être encore une nouvelle histoire intéressante. C'était le rapprochement de 3 structures françaises, une basée à Toulouse, une basée à Nice, et nous, on était basés en région parisienne, pour faire du jour au lendemain le leader français de la communication par l'objet, avec pratiquement 100 collaborateurs. Et l'objectif à atteindre, c'était une quarantaine de millions d'euros, entre 40 et 50 millions d'euros dans les 2-3 ans après 2022. Donc là, aujourd'hui, on est en 2025. Oui, bientôt plus. C'est ça. Et donc, leur objectif, c'est d'atteindre ce niveau de chiffre d'affaires pour en fait ressembler à ce qui est le marché en Allemagne ou en Grande-Bretagne, parce qu'en fait, on était sur un marché atomisé de 2000 sociétés.
et à faire cette activité en France, alors qu'en Grande-Bretagne et en Allemagne, ils sont qu'une centaine de boîtes et elles sont capables de faire entre 100, 150. Donc on voulait ressembler à ce marché-là. Donc voilà, ça suit son cours. Alors moi, j'ai quitté pour faire autre chose, parce qu'en parallèle, j'avais commencé à faire de l'investissement immobilier. Donc, et en fait, j'avais cette attirance depuis toujours. L'immobilier me plaisait depuis toujours et je l'avais un peu négligé. J'avais acheté mon premier appartement en 90 que j'ai toujours. Donc en fait, avant de rentrer dans ce métier de marchand de biens, j'ai acheté, j'ai jamais revendu. Donc en fait, tout ce que j'ai acheté, je l'ai conservé. T'étais un mauvais marchand de biens. T'étais un bon acheteur, mais pas un bon vendeur. J'aimais l'IMO. Ouais, voilà, je comprends. Ok. T'en avais fait à titre pro aussi pour peut-être tes bureaux, mais pas etc. marchand. Exactement. J'ai acheté, j'ai conservé. D'accord. Ok. Donc mes bureaux que j'ai toujours une part de ces locaux. Premier appartement que j'ai acheté en 90, je l'ai toujours. Ma résidence principale, je l'ai toujours. Enfin bref, j'étais pas un bon marchand à l'époque. À l'époque, mais on va y venir. Mais j'avais quand même cette attirance de l'IMO. Qu'est-ce qui faisait que ça te plaît, ou qu'est-ce qui fait que ça te plaît l'immobilier Je ne sais pas dire. Je pense que déjà la pierre, je trouve ça joli. Il y a des immeubles qui sont magnifiques. Ça me plaît. Après, je sais pas. J'ai pas réfléchi. Peut-être le côté aussi pérenne dans le temps. C'est-à-dire que ce qu'on construit, c'est acquis. C'est pas. On remet pas toujours. On remet pas toujours le travail. C'est-à-dire que c'est pas du consommé, c'est qu'on construit et ça reste. Ça me plaisait bien. Donc, contrairement à, par exemple, ce que j'ai fait pendant 30 ans avec l'activité de marchand, c'était le marchand, mais marchand d'objets pub. Marchand d'objets pub. Chaque mois, il fallait faire le chiffre d'affaires. Ouais, je comprends. Et il n'était pas garanti pour le mois suivant. Et chaque année, il fallait faire le chiffre d'affaires. Et voilà. Donc, alors que là, une fois qu'on a acheté un bien, une fois qu'il est bien choisi, il est exploité correctement, ça reste. Ok, bon, très clair. Et donc du coup, tu t'es dit dans cette phase de départ de ton entreprise qu'il fallait que tu trouves une autre activité. Exactement. Et du coup, tu t'es porté sur l'activité de marchand de biens. Tu avais déjà, parce que tu connaissais l'immobilier du locatif, on va dire, de l'investissement patrimonial ou locatif rentable, etc. Pourquoi le marchand de biens? Comment t'es tombé là-dessus? Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? En plus de l'immobilier. Ouais, je connaissais le métier sans avoir décidé de l'opérer. Mais en quittant en 2022 mes fonctions dans la boîte d'objets pub, je l'ai fait sur une opportunité. Et donc, je n'avais pas forcément préparé ma sortie. Et donc, j'avais un sujet de fiscalité. Et ça fait un peu tousser, quoi, quand on doit verser un peu plus de 30% d'une certaine somme. Ouais. Bon, ça peut faire vite tousser. Et donc, mon comptable m'a dit, il y a une solution, on n'efface pas la fiscalité, on la reporte à plus tard. Il y a un dispositif qui s'appelle le 150 OBTR. Il faut simplement réemployer 60% des fonds que tu as touchés. Tu as 2 ans pour le faire. Et dans ce cas-là, donc tu repousses la fiscalité à beaucoup plus tard. Par contre, il faut faire du commerce. Donc moi, j'avais déjà une boîte, une foncière, on va appeler simplement une foncière, dans laquelle j'avais commencé à accumuler des biens, mais ça ne répondait pas aux attentes de l'administration. Il fallait faire donc du commerce. J'achète, je vends. Des patates, du café et des mètres carrés IMO, ça marchait. Exactement. Et donc, comme j'avais cette attirance vers l'IMO, et je me suis dit, ok, je vais créer une société de marchand. Donc en 2023, printemps 23, j'ai décidé de créer cette structure. Et ça répondait donc aux attentes de l'administration. Et j'avais 2 ans pour réemployer mes fonds. Ça, c'est le point de départ de mon activité de marchand, de ma nouvelle vie. Parfait. On fasse une petite aparté, et pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas forcément ces dispositifs, et pour les résumer simplement, lorsque vous avez une activité X, Y, Z et que vous revendez, mais il y a des gens qui ont préparé ces sorties, puis là, comme tu le disais, c'était une opportunité. Des fois, ce n'est pas forcément prévu, et il y a un mécanisme qui s'appelle le mécanisme du réemploi. C'est le 150 OBTR ou 150 0 BTR. Vous regarderez, on mettra les liens autour. Qui est d'ailleurs en discussion à l'heure où on parle dans ce podcast, parce que tu parlais de 60% de réemploi dans les 2 ans. Oui. Donc de la somme, admettons, vous ayez 1 million, vous devez réemployer 600 000 euros dans les 2 années sur une activité également économique. En fait, c'est un décalage de l'impôt, un report de l'impôt, dans la mesure où vous réinvestissez dans une activité économique, et l'activité foncière, plutôt détention long terme, n'est pas une activité économique de commerce. Alors que l'activité... typiquement, dans le cadre du 150 0 BTR,
le marchand de biens, l'hôtellerie, la para-hôtellerie, ou tous des fonds. Il y a même des fonds dédiés qui sont pour le 150 0 BTR qui sont OK et éligibles. Et les discussions actuellement, je ne sais pas si tu as vu passer, mais ils parlent de 80% de réinvestissement au lieu de 60%. D'accord. Et par contre, le délai serait poussé à 5 ans. C'est en débat actuellement. Donc, il y a peut-être des changements sur ce point-là. En tout cas, l'activité de marchand de biens, c'était quelque chose. Et c'est ton comptable qui t'a orienté alors vers cette activité-là. Mais c'est parce qu'il a su en fait. Que tu faisais de l'IMO et que tu aimais ça. Oui, voilà, il m'a entendu, il m'a écouté et puis il a été plutôt bon conseil. C'est-à-dire que en fait, ça a vite fait la fusion des deux. C'est-à-dire qu'il fallait que je fasse du commerce. Et moi, mon activité, c'était de faire de l'IMO. Donc voilà, il a trouvé marchand de biens, ça réunissait les deux points. Et voilà. Et moi, ça m'a plu. Donc le projet m'a plu. Donc j'ai créé cette boîte en me disant, écoute, j'ai créé dans le passé des différents projets. J'ai déjà développé des structures. Ça va pouvoir se faire. Ça va pas être simple, mais ça va pouvoir se faire tranquillement. J'avais pas non plus de pression, j'avais plus de collaborateurs à gérer, j'avais pas d'associés, j'étais tout seul, je prenais mes risques, je prenais mes décisions, et je m'étais dit voilà, je vais y aller tranquillement. Sauf que c'est un métier qui est complexe. On touche à plein de sujets, de l'urbanisme, du juridique, du fiscal. Enfin bref, c'est compliqué. Et puis le type d'opération, en fait, on se rend pas compte, mais il y a plein de façons de faire du marchand. Ça peut être des opérations tout simplement, j'achète, je rénove, je vends, mais ça peut être plein de choses. Et donc, je me suis vite rendu compte que j'étais perdu. Donc ça, c'était courant 23. Donc, où tu t'es lancé en fait tout seul. Oui, c'est ça. Et j'avais commencé un petit peu à me renseigner sur les réseaux sociaux, sur les différentes formations qui existaient, parce que j'en avais fait quelques-unes en ligne quand même. Je ne m'étais pas lancé quand même sans un minimum de formation, mais ça restait de la formation théorique. Et donc, j'avais essayé quand même de voir s'il existait un réseau à rejoindre. Donc, j'avais pris contact avec différentes personnes et j'avais contacté aussi les gens du cercle. Bon, c'était des gens sympas. Merci. Mais il se trouve qu'il y a eu un déclic, c'est que j'ai été invité fin 2023 sur un événement que vous avez organisé sur une péniche à Paris. Et ça a tout changé. Parce qu'en fait... J'ai passé plusieurs heures avec les membres du cercle qui étaient là ce jour-là. Il n'y a pas 100% des membres à chaque événement, mais ils essaient d'être nombreux. Oui, c'est vrai. Et puis cet événement-là, il y avait quand même eu du monde. Je crois qu'on était quasiment entre des invités, des personnes qui étaient venues et les membres, peut-être 125, 130, peut-être même plus. Et franchement, ça a tout changé. Enfin, en tout cas, ça a changé le point de vue que j'avais sur le cercle, parce que je me suis dit, j'ai vu ces gens qui semblaient tous contents de leur sort. Je me suis dit, soit c'est tous des comédiens, ils sont extra, parce qu'ils avaient tous la banane, il y avait de la bienveillance. Je me suis dit, soit ils sont vraiment très forts, et là je suis vraiment dans un traquenard mais monstrueux, et évidemment c'est pas le cas. Ou soit j'étais rassuré, parce que je me disais, mais si ces gens sont contents de leur sort, c'est fait pour moi, quoi. Parce qu'en fait j'ai besoin d'un endroit pour pouvoir développer cette activité en étant un petit peu rassuré et en tirant des conseils. Donc voilà, ça c'était, je crois, octobre ou novembre 2023, et j'ai rejoint le cercle en janvier 24. Janvier 24, donc là on est bientôt à tes 2 années dans le cercle. En parallèle, donc tu disais, début 23, tu t'es lancé en marchand. Toi, tu as essayé de faire des opérations. Tout seul ? Ouais. Oui. Et ça a donné quoi ? Quel type d'opération ? Qu'est-ce que tu as fait ? Et explique un peu. Mais j'ai pas perdu d'argent déjà, c'est pas mal. C'est déjà bien, parce que mine de rien, il faut le dire, et je le dis à tout le monde, la problématique de réemploi, c'est une imposition immédiate de 30%, parce que voilà, c'est la flat tax actuelle, c'est ça. Sur un montant X. Donc admettons, il y avait 1 million, il a réinvesti, Jacques, sur ton opération, je sais pas, peut-être 200, 300, 500 000 euros, ça fait 50% de réemploi. Même si tu fais 0 de marge, de base, tu n'as pas perdu, tu as différé 30% d'imposition. C'est ça. Donc, c'est déjà une bonne chose, parce que j'écoutais aussi quelqu'un qui parlait pour du réemploi, il y a des podcasts sur ce sujet-là, etc., que la plupart des fonds de réinvestissement dans le 150 0 BTR ne sont pas forcément bénéficiaires à certaines lignes, et même des fois perdants, mais qu'on leur vend un peu comme de la défisque. Bah oui, mais vous avez quand même économisé 30, donc même si on a fait 0 ou moins 10, vous avez toujours gagné 20. Alors, j'avais eu des contacts avec des gens de banquiers, d'affaires, et qui m'avaient proposé de rentrer sur des fonds comme ça, avec des rendements élevés. Enfin, on parlait de 15%, tu n'avais rien à faire, et c'était éligible aux 150 BTR. Ouais. Donc, pour ceux qui ne veulent plus rien faire, tu confiais la somme que tu avais encaissée à ces gens-là, sauf que c'était bloqué 7 ans.
dans le meilleur des cas, parce que c'est vrai que certains fonds ont des fois du mal à clôturer, donc des fois ça dérape un petit peu, et puis c'est pas garanti, quoi. Ouais, bien Donc sûr. non seulement tu es bloqué pendant 7 ans, et moi j'aime bien piloter quand même un petit peu les choses, et puis tu n'avais aucune garantie. Donc là je me suis dit, bon, bien réfléchi, c'est pas trop pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai finalement j'ai opté pour rejoindre le cercle, parce que ça correspondait aux attentes de l'administration. Et puis, je restais pilote de mon capital, avec si je fais des conneries, que je perds de l'argent, voilà, j'assume. C'est ce que j'ai toujours fait. C'est ton problème, entre guillemets, mais c'est toi qui le gères. Voilà. Exactement, c'est ce que j'ai fait, et voilà, je ne le regrette pas aujourd'hui. Donc, la première opération que j'ai fait solo, j'ai trouvé un petit appartement, j'ai trouvé pour moi un bon prix. Je pensais juste le redécorer et le revendre en prenant une marge. Sauf que j'étais au moment où le marché se retournait un petit peu. C'est-à-dire en 2023, c'était peut-être la fin, mais c'était encore le cas. On était encore dedans. Voilà, c'était pas simple. Et quand je me suis rendu compte que j'allais peut-être rester bloqué, je me suis dit, je fais aucun travaux. Le truc était propre déjà. Je fais aucun travaux. Je le remets en vente comme ça. Et puis, je prends pas de marge, quoi. Je prends 5 000 €. Et déjà, je récupérais mes frais de notaire. Je récupérais 5 000 €. C'était quand même une belle OP. Pas de touche. Et je fais de la location courte durée en parallèle. Et donc, je sais meubler. Et je me suis dit, au moins, en attendant de le vendre, je vais l'exploiter. Donc, je l'ai meublé, parce qu'on peut exploiter un bien, on est propriétaire à 100%. J'avais réitéré, j'étais chez moi. Donc, je l'ai meublé en me disant, je vais l'exploiter en courte durée, tout en le mettant toujours sur les réseaux pour le vendre. Et donc, et là, première visite, je l'ai vendu. Alors, uniquement le meublant. Donc, en fait, j'ai fait quelque chose qui ressemble à un petit clé en main. Exactement. Mais je ne l'avais pas encore je l'avais pas repeint. La cuisine était dans son jus. La salle de bain avait été refaite. Mais finalement, en le décorant simplement, je m'approchais de ce qu'on peut appeler un clé en main. Et j'ai déclenché le coup de cœur. Une visite et une vente. Et donc, le temps de réitérer, parce qu'entre la promesse et la réitération, j'avais quelques semaines à attendre. Je l'ai exploité, moi, en courte durée. OK. L'acquéreur, il l'avait trouvé charmant avec le mobilier, mais il ne voulait pas le mobilier. Je lui ai dit, c'est pas un problème au départ. Et finalement, il m'a acheté le mobilier aussi. Ouais, parfait. Parce que finalement, il m'a bluffé, quoi, en fait. Mais j'ai tenu, j'ai dit, écoutez, j'ai des factures, je vous vends le mobilier, tout est neuf. Je vous vends au prix où j'ai acheté le matériel. Voilà. Donc ça, c'était ma première expérience de marchand. C'était ta première vente immobilière, alors ? Exactement. Ma première vente. Ma première opération d'achat-revente. Donc, tu avais fait un clé en main sans le savoir. Donc, c'est une typologie d'opération, on en a parlé. C'est une façon de créer de la valeur, en plus de la rénovation, d'aller un peu plus loin que ça. Cool, très bien, parfait. Et avec une petite marge à la clé en plus, et donc c'était bien. C'est ça. Donc, tu avais fait une partie de ton réemploi avec cette activité-là, avec cette opération-là. Premier objectif, c'est celui-là. C'est de réemployer et de faire quelque chose qui, en même temps, me plaît, parce qu'en fait, c'est toujours intéressant de travailler sans se rendre compte, en fait. Ouais, on peut aller à la mine, mais c'est quand même pas drôle. Si on fait quelque chose qui nous plaît, c'est quand même mieux. On ne voit pas passer le temps et c'est bien. Je comprends. Tu avais mis combien de temps pour trouver cet appart et faire l'opération ? Parce que tu as dit que tu as arrêté fin 22 ou début 23. Ouais. Et tu as trouvé quand ? Tu as acheté, revendu quand ? J'ai quitté mon emploi, mon ancienne boîte en juillet 22 et j'ai dû signer cet appartement au printemps. Donc ça a mis un petit moment. Mais j'ai d'abord réfléchi pratiquement jusqu'à la fin de l'année 2022. D'accord. Un peu pour te poser, te dire qu'est-ce que je fais. Je venais de faire 30 ans plus au plancher avec une belle aventure. Hein, vraiment, je re-signe demain pour la même chose. Hein. Mes associés, je les remercie si un jour ils voient cette vidéo, parce que c'était vraiment un bonheur de faire ce qu'on a fait. Donc ça a été vraiment une belle aventure. Mais j'ai pris un peu de temps pour réfléchir. Et donc, j'ai consulté les différents banquiers pour réemployer mes fonds. Ah oui. Voilà, ça a pris du temps. Ouais, c'est du travail de structuration, d'organisation, et de choix aussi un peu. C'est ça. Et donc, la décision, je l'ai prise, je pense, fin 2022. Et donc, j'ai le temps de créer ma structure avec mon comptable en début 2023. Donc, tu as mis 5-6 mois l'appartement, je me suis dit, on va commencer par un petit budget. Donc, T2, chercher un petit T2 dans la région proche de chez moi, donc à maximum à 1 heure de chez moi. Et j'ai trouvé, dans un immeuble neuf. Je ne voulais pas avoir de surprise. Je ne voulais pas avoir... voilà. Donc, j'ai cherché quand même quelque chose d'assez simple pour ma première opération. C'est une bonne chose. Je ne cherchais pas la grosse marge. Je ne voulais pas faire la grosse culbute. Je voulais me rassurer. Certains, je pense, auraient voulu faire l'inverse. C'est de dire, moi, j'ai des fonds, j'ai des capitaux, je suis capable d'aller sur du gros, je vais direct sur du gros. Ouais, mais tout seul, c'est gonflé. Ouais. Surtout, j'étais vraiment tout seul à cette époque-là. Parce qu'aujourd'hui, au sein du cercle, c'est différent. Parce que tu as des capitaux...
tu lèves un gros dossier, si tu n'es pas trop sûr, tu lèves la main, tu vas trouver quelqu'un qui va t'accompagner. Tu vas trouver un marchand expérimenté qui va te dire cette opération, je peux la faire avec toi si tu veux. Bon, donc là, ça change tout. Ça change tout. En 23, j'étais tout seul, donc j'ai préféré quand même sécuriser en faisant un dossier à ma main où si je me plantais, c'était pas mortel, quoi. Je comprends bien. Moi, je me suis pas planté, ça tombe bien. Tant mieux. Parfait. Et bravo pour cette première OP. Merci. C'était le début d'une longue suite. T'en as trouvé d'autres par la suite, toi tout seul, ou après ça s'est fait après être rentré en... J'avais une opération que je surveillais depuis un petit moment dans la ville où j'habite, une opération d'un foncier avec des bâtis qu'il fallait en fait, une division de bâtis en fait. C'était un foncier d'à peu près 1800 mètres carrés sur lequel il y avait 3 maisons. Donc celui-là, je l'ai travaillé tout seul. Je pense que je l'ai commencé même avant d'avoir rejoint le cercle, parce que c'est quelque chose que j'ai mis longtemps à travailler. Je connaissais c'était des voisins en fait. Donc la personne qui vendait, je la connaissais depuis longtemps. Elle avait un prix qui était exorbitant. J'ai baissé beaucoup le prix. Au début, ça a mis plus d'1 an. Et quand c'est ressorti, j'ai eu le prix que je souhaitais. Et donc cette opération, je l'ai fait aussi tout seul. Je suis toujours en cours sur cette opération parce que j'ai un terrain à bâtir, à vendre. C'est un petit peu plus long que ce que j'avais imaginé, mais on n'est plus trop dans l'ère où les gens se lancent sur de la construction. Le prix des matériaux a beaucoup augmenté. Enfin bref, ça va revenir, c'est pas perdu. C'est du stock, comme on dit. Donc cette opération, c'était tout seul. J'ai fait une opération en association en dehors du cercle. J'ai rencontré quelqu'un avec qui ça a bien matché lors d'un apéro IMO, parce qu'on pratique aussi pas mal de rencontres. Il faut continuer à développer son réseau. Voilà. C'est un réseau qu'il faut développer. Et la personne m'a bien plu, on a discuté, il m'a mis sur une belle opération. En 6 mois, c'était fini. C'est un petit appartement à Asnières, un petit étroit de 47 mètres carrés qu'on a entièrement rénové. Et on est sorti avec 60 000 euros de marge. Donc c'était une petite marge sympa. On a dû faire un peu moins de 20%, mais c'était... une opération bien menée en 6 mois. Ouais, c'est ça en fait, parce que 20% en 6 donc mois, là, c'est quand même très bien. Je commençais à me dire que c'est un métier sympa. Donc là, j'avais quand même rejoint le cercle, mais j'avais cette association en dehors du cercle. Et au sein du cercle, moi, j'ai continué. Là, aujourd'hui, j'ai au total, à l'heure où je parle, 6 opérations. J'en ai 3 donc, en cours en solo et 3 en cours aussi en association. Ok, très clair. Ça s'est fait assez vite à l'intégration dans le cercle, parce que tu dis, j'ai fait cet événement-là, j'ai dit, je rejoins le cercle. Ouais. Tu as rejoint en janvier. C'est là on s'est rencontrés d'ailleurs, à l'intégration, au démarrage dans le cercle. Qu'est-ce que tu y as trouvé Qu'est-ce que tu as trouvé en termes de contenu, de compétences ou autre dans le cercle? On pourrait presque dire, c'est une famille, quoi, pour dire simplement les choses, on se sent rassuré, parce qu'en fait, voilà, il y a de la bienveillance, tous les membres s'entendent, se soutiennent. On ne sent pas du tout un monde de requins où les gens ont envie de se mettre des pots de banane. Vraiment, c'est ce que j'ai ressenti rapidement. Et donc, c'est un plaisir de se retrouver à chaque événement, de discuter. Et en plus de ça, comme je disais tout à l'heure, travailler dans cette ambiance, c'est quand même vachement plus sympa. Parce que franchement, le travail, si on peut le transformer en des moments de joie, et en plus, si on a du succès dans les opérations, c'est quand même sympa, c'est gratifiant. Clairement. Donc voilà. Ce que j'ai retrouvé, c'est ça, c'est un accompagnement du réseau, parce que bosser marchand tout seul, au bout d'un moment, on se pose des questions. De toute façon, on se pose toujours des questions en tant qu'entrepreneur. Est-ce que je prends les bonnes décisions? Moi, j'avais quand même un peu de recul. Et puis, je sais que malheureusement, on fait des bêtises. Il faut simplement accepter de les assumer, tout simplement, et pas se morfondre. Il faut avancer. Donc, mais c'est quand même plus sympa de le faire à plusieurs. Voilà. Même si c'est chacun sa boîte, même si parfois on peut s'associer sur les opérations. En fait, c'est le meilleur des mondes, parce qu'en fait, on est indépendant, donc chacun gère un peu sa liberté, mais on peut s'associer et trouver du conseil et des moments de partage lors de séminaires ou lors de Worksday, où on est tous invités à venir travailler sur des sessions, mais c'est des moments aussi de partage. Ouais, exactement. Moi, j'ai tendance à dire on est tous libres et indépendants, ouais. Mais en même temps, on est quand même ensemble à pouvoir partager, discuter, se montrer les opérations des uns des autres, visiter les opérations des uns des autres. L'opération dont tu as parlé, là, que tu as fait à côté de chez toi, on est allé la voir. Les opérations que les uns et les autres font, on va les voir, on va les visiter. Et comme tu dis, on se rencontre et on se réunit pour faire du business, mais avec des gens plutôt
sympa. Ben oui, En plus. c'est ça. Et sur l'opération que j'ai fait à Varennes-Jarcy, justement, moi, j'étais comme la plupart de nous. J'étais d'abord basé dans mon domicile. J'avais pris une chambre pour faire mon bureau, mais j'étais quand même à la maison. Et là, en fait, je me suis fait mes petits bureaux, ce qui fait que je peux même me projeter dans un éventuel développement. C'est-à-dire que si je veux prendre un jour un petit apprenti, ou un grand d'ailleurs, enfin, quelqu'un qui viendrait bosser avec moi, j'ai mes petits bureaux. J'ai une cellule d'à peu près 50 mètres carrés, qui était une maison en fait, mais moi j'ai transformé en bureau. Donc j'ai mon bureau, mon autonomie, je suis plus dans mon domicile et ça change. Mais j'ai 50 mètres à faire entre les deux. Ah, Ça, c'est bien, cool. c'est bien. C'est une opération à domicile, celle-là. Ça, c'est parfait. J'aimerais bien qu'on reparle parce que c'est vrai que tu avais la problématique du réemploi au démarrage du cercle. Et je savais qu'il y avait une certaine urgence. Il te restait combien de temps du coup quand tu es rentré? Il te restait 1 an encore. J'avais consommé presque 1 an. Ouais, parce que je suis rentré. Non, attends. Je suis rentré si, ça faisait plus, 1 an, même 1 an et demi même. Ouais. Parce que je suis rentré en janvier 24 et j'ai quitté mon emploi, enfin ma structure, en juillet 22. Donc il me restait. Alors la chance que j'avais, c'est que j'avais pas touché tout d'un seul coup. C'est-à-dire que j'avais une première enveloppe assez importante et puis après c'était lissé. Donc j'avais sur cette première enveloppe à faire un réemploi dans les 6 mois. Ouais. Et ça, c'était un peu le challenge parce que c'était un peu aussi un élément au démarrage. Donc, on a voulu te mettre de suite sur des dossiers. On a dit, Jacques, il doit réemployer, trouvons-lui des dossiers. C'est ça. Et on avait eu un premier dossier qu'on t'avait proposé ensemble à Rouen. Un beau dossier, ouais. Un joli dossier avec un immeuble qu'on achetait, sur lequel il y avait une partie occupée, une partie essentiellement vide. Où on avait bien travaillé, pré-commercialisé, tout se passait bien. Hein. C'était le dossier assez bien qui te permettait de réemployer tes fonds. Qu'est-ce qui nous est arrivé ? On a été préempté par la mairie. Au bout d'une année quasiment. Ça a été long. On allait acheter quasiment. Et pour l'anecdote, on avait mis différentes conditions et notamment le fait de pouvoir obtenir l'ADP pour les combles. Pas pour les combles, mais pour mettre des Velux sur les combles. Les Velux avaient été refusés, ils nous avaient obligés à mettre des chiens assis. Ouais. Les chiens assis coûtant beaucoup plus cher, on avait renégocié avec les vendeurs le prix. Et en renégociant avec les vendeurs le prix, en faisant une baisse de prix, la mairie avait préempté sur la nouvelle DIA le nouveau prix. Et tu crois que c'est le prix qui les a motivés ? Ouais, je pense qu'on avait déjà bien acheté le coup d'avant. Ouais. Mais quand le coup d'après, bon. Quand tu regardes où se trouve l'immeuble, on peut comprendre aujourd'hui un peu plus facilement que ça intéressait les mairies parce que c'est dans le périmètre de la nouvelle gare. C'est ça. Donc peut-être même qu'au prix haut, on se serait peut-être fait préempter. En tout cas, la première DIA, elle était passée. Bon, il l'avait peut-être pas vu, puis du temps était passé, mais oui, on était rive gauche à Rouen, donc c'est pas la meilleure rive des deux, mais il y a un gros projet d'aménagement, de réaménagement, de revitalisation de cette zone-là. Et du coup, on s'était fait préempter. Donc ça, c'était le coup d'épée dans l'eau raté. Tant pis, on avait travaillé pour rien, mais finalement, on n'a pas travaillé tant que ça pour rien, parce que ça nous avait amené à travailler ensemble, à discuter. C'est ça. Puis on a 2 autres dossiers qu'on a travaillé ensemble ensuite, en se disant qu'est-ce qu'on peut faire. Notamment un dossier qu'on a déjà publié sur cette chaîne. C'est une belle opération à Vitry-sur-Seine, où tu es venu avec nous. C'est ça. Ça, c'est une grosse opération. Ouais, ça, c'est une très belle opération, en tout cas. Qui sort un peu de ce qu'on fait habituellement ou ce qu'on fait plus souvent, c'est-à-dire des immeubles à diviser, ou alors des appartements à rénover. Là, c'est un gros projet, beaucoup de mètres carrés, difficile à découper, puisque pas de possibilité de créer du stationnement, mais par contre beaucoup de surface. Donc, il fallait trouver une stratégie. Et donc, je crois que c'est toi qui as trouvé l'idée de dire on fait un co-living. Bah oui, on connaissait rien. On s'est lancé, on a appris. Mais... C'est vrai que le bâtiment, tu avais mis un peu sur la piste parce que c'était déjà un immeuble exploité un petit peu en... plus ou moins en foyer. En tout cas, il y avait plein de pièces différentes qui étaient plus ou moins des chambres. On n'a pas du tout recloisonné, mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui se prêtait à faire. Multilogement, une grande coloc, co-living. On l'a juste très, très bien optimisé, très bien travaillé sur les plans. Et c'est vrai que ça a permis de faire un beau projet. D'ailleurs, il y a la vidéo autour de tout ça, de cette vidéo-là. Et aujourd'hui, c'est exploité, c'est plein. C'est plein, 100% de remplissage, 1 mois pour le mettre en remplissage. On a géré ça avec la boîte de maîtrise d'œuvre, avec qui on bosse habituellement. Nos délires, on passe le bonjour, travaux en 7-8 mois avec l'ameublement, tout fait, nos super archis, etc. Et ça s'est super bien passé, ouais. Une belle OP. Donc maintenant, on l'exploite et puis on attend tranquillement de
la revendre. Exactement. Et de voir ce qui se passe pour cette opération-là. Donc ça nous avait amené à faire cette opération-là. Et puis, je parlais de la première opération de Rouen. Et la première nous en a amené une deuxième sur laquelle on est en train de travailler. Tout n'est pas perdu. C'est-à-dire que le premier projet de Rouen nous a fait rencontrer l'agent sur place avec qui ça a bien collé, ça a bien matché. Et un soir de Coupe d'Europe. C'était de Coupe d'Europe. Moi, j'ai le souvenir parce qu'en fait, il était tard. J'étais devant la télé et mon téléphone, bip bip, une notification. Et donc, c'est l'agent, on va la citer, Anna, qui me fait un petit SMS en me disant j'ai un immeuble. Donc là, bon côté de la Seine, rive droite de Rouen, dans un quartier assez sympa de Rouen. Proche du CHU. Il y a un immeuble avec 10 lots qui va être mis en vente demain. C'est du off pur. Faut me dire rapidement si vous êtes intéressé parce que moi demain je publie. Je sais que je le vends très vite. Bon, elle a été très très bonne. Mais en même temps, elle m'a pas menti, le produit était sympa, donc j'ai contacté Benjamin pour savoir s'il était intéressé pour partir de nouveau avec moi sur le projet, parce que moi j'avais envie de le faire. Et donc il m'a dit bah oui, au contraire. Ah bah là, on reste. Tu m'as dit, de toute façon, j'y vais demain matin. Le lendemain matin, t'as pris la voiture, c'est parti sur Rouen. Exactement. Je suis allé le visiter le lendemain et puis ça s'est confirmé. Les meubles avaient vraiment une belle facture, un bel immeuble normand. Et donc, c'était pas la même chose que le premier, c'était un petit peu plus bourgeois. Tout à fait. Meilleure qualité, meilleur standing, en partie occupé. Voilà. Et donc là, c'est une opération qu'on a en cours. Ouais, bientôt l'acquisition. On attend quelques petits détails, mais voilà, donc ça a fait... J'espère qu'on ne sera pas préempté. Non, ça va le faire. Une fois, pas deux. On verra bien. Donc ça, c'est un peu les opérations qu'on a été amenés à faire ensemble. Mais toi, tu en as fait aussi en parallèle de celle-là. Ouais, en cours. Et tu as en cours des opérations. Qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi un peu ton secteur et ta typologie d'opération ? Le secteur, c'est plutôt sud Île-de-France. Donc je vais chercher des petits appartements sur on va dire la banlieue proche de Paris, autour de... Maison Alfort, Alfortville, là ça va être des T2 à retaper un peu comme j'ai fait à Asnières. Donc ça c'est une typologie d'opération, mais ça intéresse du monde et il faut être hyper réactif. Donc ça, même si j'ai mis ça dans mon viseur, j'en ai pas trouvé pour l'instant. Et après je m'éloigne un tout petit peu plus en Seine-et-Marne et en Essonne, où là je cherche plutôt des petits immeubles à diviser, des petits ou des moins petits. Mais là j'ai une opération où j'ai 500 mètres carrés à diviser. Donc c'était des plateaux, c'était un laboratoire. Il n'y avait que 2 logements sur les 500 mètres carrés et le reste, c'était des laboratoires, un labo d'analyse en fait. D'accord. Et je recloisonne, je crée 11 lots au total. Et j'ai rencontré la mairie, j'ai présenté mon projet, il a été validé par le maire. Il est même intéressé par un des lots pour lui. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis j'ai fait, avant de me lancer, parce que dans cette commune, je créais pratiquement le marché. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de petits pavillons, beaucoup de maisons. Il y avait quelques appartements, mais pas beaucoup d'opérations, pas beaucoup de ventes, et donc pas beaucoup de data à analyser, quoi. Donc j'ai fait une annonce. Avant de m'engager vraiment, je l'ai bloqué en faisant mon offre est acceptée, mais avant d'aller à la signature de la promesse, j'ai fait une annonce pour voir un peu si le marché réagissait aux produits que j'allais vendre dans quelques semaines, en tout cas que j'allais proposer à la vente. Et j'ai été... assailli d'appels. Ah ouais, pas assailli, mais en tout cas, j'ai été rassuré. Ouais. J'ai déclenché les visites. Alors que le bien, il existait, mais les appartements n'existent pas, parce qu'en fait, moi, je les avais sur plan, parce que je vais vendre des plateaux. Donc, je vais cloisonner, je vais viabiliser chaque lot. Donc, je vais amener le courant, l'eau courante et les évacs, hein. Mais je ne vais pas aller plus loin. Et ben, dans ce projet-là, dans cette petite commune, j'ai trouvé des petits investisseurs, des gens qui n'ont pas des gros moyens, mais qui veulent se lancer dans l'IMO et qui en achètent. Moi, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit j'en prends 2. Il y en a un autre qui m'a dit je le prends pour moi. Donc voilà. J'ai organisé des visites. J'ai des gens qui se sont intéressés au projet. Je les ai gardés sous le coude, hein, puisque pour l'instant, je ne pouvais pas signer, puisque je n'avais pas fait passer le géomètre, je n'étais pas assez avancé. Voilà, je me suis rassuré, donc j'ai pu poursuivre l'opération. Et l'opération est en cours, là. Ok, très bien. Donc ça, c'est une opération où je crée des petits logements à la campagne, on va dire. Ouais. Donc il y a un marché aujourd'hui. On est à 1h30 de Paris, hein, en voiture.
Bon, il y a les transports, mais on ne met pas moins de temps. Hein. Mais, Ok. voilà. Et après, j'ai une autre opération plus simple à Corbeil. Donc là, ça se joue sur l'achat d'un lot d'immeubles où tu divises et tu vends à l'unité après. Sur des lots déjà existants, par c'est contre, ça, cette fois-ci. c'est la fameuse histoire de le pack de Coca-Cola où tu vends les bouteilles à l'unité. Exactement. Voilà. Donc là, ça se passe bien. Et je me suis lancé par contre sur un 50-50, c'est-à-dire que j'avais 6 lots, 3 de libres et 3 d'occupés. Donc ça fait toujours un petit peu peur en me disant, mais bon, si je dois les garder, je sais que sur les 3, je les ai rencontrés. Il y a une des personnes qui m'a dit qu'elle songeait à changer de travail et éventuellement déménager. Donc D'accord. je lui ai dit, écoutez, ça me va. Les 2 autres, ce sera plus compliqué. Mais bon, on ne sait jamais. Hein. Donc je ne m'affole pas, je les garderai en stock s'il faut. Et je vais essayer de les vendre en parallèle à la rentabilité parce que la rentabilité est correcte. Il y a des fois, quand on achète des immeubles, on a des lots qui sont très mal loués. Et là, c'est embêtant. Mal loué et avec entre guillemets, des locataires pas très sexy. Ouais. Alors que là, j'ai des bons locataires. Et en plus, les prix sont fourchette moyenne-haute. Ce n'est pas la fourchette haute parce qu'en fait, il faudrait... En termes de loyer, tu veux dire? Ouais. Il faudrait rénover et surtout améliorer la note pour augmenter un peu le... De DPE? Ouais. Je dois avoir du F et pour les 2 logements du premier étage qui sont coincés entre le rez-de-chaussée et le deuxième, pardon. Ceux-là ne sont pas trop dégradés. Celui qui est au 2e étage, qui est sous le grenier, celui-là, il faudrait lui, il est G. Donc il est bien loué quand même, mais on ne pourra pas bouger le loyer. Si la personne ne bouge pas et elle ne veut pas bouger, c'est un rendement à 9%. 9% brut, bon, c'est un petit rendement qui est quand même correct. C'est pas mal, même s'il y a quelques travaux à prévoir. Alors, on n'est pas obligé de les faire. En tout cas, non, avec cette locataire qui est déjà en place, etc. Voilà. Mais ok. Très bien, ok. Voilà les OP. Ok, puis on en a une autre. En cours ensemble. aussi assez ubuesque, oserais-je dire. Sur Montreux Foltion, c'est comme ça qu'on dit. Hein, voilà, quelque chose que j'avais sourcé, mais qui était un peu loin de chez moi. J'ai dit, ça serait bien d'avoir quelqu'un qui puisse être un peu plus proche que moi de cette opération, qui puisse venir avec moi épauler au niveau du financement. On devait l'acheter a priori au départ, plus ou moins rapidement, mais en quelques mois. Et finalement, ça fait presque 2 ans. Ça fait 1 an et demi que ça traîne. Ouais. Donc, c'est l'immobilier, c'est quand même long, mais c'est une succession. Dans la succession, on allait signer il y a encore 1 mois et il y a encore eu un décès. Ça n'en finit plus. Mais c'est une opération assez atypique aussi, pareil, de division de bâti. Il y a une grange, il y a 4 appartements. Il y a eu travail sur des baux, travail sur des DPE, des travaux à faire. C'était intéressant comme opération aussi. Enfin, c'est pas encore fini, mais on a eu du délai pour travailler et pour l'améliorer en tout cas. C'est ça. Donc ça fait quand même pas mal de sujets quand même en même pas 2 ans. J'avais ma première opération solo avant le cercle et tout ça c'est arrivé donc assez vite. En fait, pour reparler un peu de ce qui s'est passé quand j'ai rejoint le cercle, c'est que j'avais l'impression d'avancer. Et quand on est motivé, on avance, même dans le brouillard, mais on avance parce qu'on a ce tempérament, mais on ne voit pas très clair. Là, ce qui s'est passé, c'est que le brouillard s'est levé. En fait, des choses que je ne voyais pas sont apparues, c'est-à-dire que c'était plus clair. Les opportunités, les opérations commençaient à apparaître et j'avais en fait un cap plus clair. Et donc, il est beaucoup plus facile d'avancer quand on voit un peu mieux où on va. Et donc, les opérations se sont enchaînées en association, en solo. J'aurais pu en faire plus éventuellement, mais ce n'est pas ce que je recherche, c'est déjà de sécuriser. En fait, tu t'en parles souvent de ça, c'est qu'il ne faut pas non plus vouloir être trop gourmand parce que finalement, il faut aussi penser qu'il faut garder du temps pour opérer ces dossiers qu'on a en cours. Donc, il y a un temps pour rechercher et il y a un temps pour transformer ce qu'on a en stock. C'est-à-dire que les opérations ne se feront pas toutes seules, même si elles sont belles, il faut les travailler. Les belles opérations peuvent devenir des mauvaises opérations si on ne les travaille plus. Et des opérations, entre guillemets, moyennes peuvent devenir bonnes, voire très bonnes, voire exceptionnelles, parce que le montage fait que on a réussi à transformer ce potentiel en réel, voire même on a augmenté les marges, on a pré-commercialisé, enfin tous les éléments qui permettent de rassurer les dossiers. Donc tu as tout à fait raison. Je le dis et je le redis encore aujourd'hui, il ne faut pas penser qu'à trouver des opérations, il faut penser à les mener à bien et il faut gérer son temps entre ces différentes phases. Il faut alterner. Exactement. Et puis après, il faut même mélanger, parce que quand tu es lancé, il faut mélanger. Voilà. Après, ça se fait un peu naturellement quand on a un petit peu d'expérience. Tu aurais des exemples qui te viennent de brouillards que tu avais et qui se sont levés ?
Sur quelle thématique ou sur quel point, sur des opérations ou pas? Après, c'est qu'un sentiment. Je pense que c'est des barrières, Ok. c'est dans la tête. C'est pas clair. Enfin, c'est pas les produits. On a tous accès aux mêmes outils, c'est-à-dire Moteur Imo ou Le Bon Coin, tout simplement. Donc, on voit tous les mêmes choses, mais on voit pas ce qu'on peut en faire de la même façon. Et puis, je sais pas. Je pense que c'est des barrières. C'est un peu comme à un moment, tu sais nager, mais tu n'oses pas te lancer. Ou tu sais que de toute façon, tu vas prendre 2-3 tasses, mais il faut bien se lancer pour avancer. Sinon, tu vas rester sur le bord de la piscine, quoi, et tu vas regarder les autres nager. Donc, à un moment, tout seul, tu t'hésites. Et puis, quand tu as 2-3 copains qui sautent, voilà, c'est un peu l'image que je pourrais te donner. C'est que tu te sens accompagné. C'est pas que les choses apparaissent, elles étaient déjà là, mais tu hésites moins à les faire. Voilà. Le fait d'avoir visité ou d'avoir vu d'autres marchands faire des Exactement. opérations, je pense que ça, c'est un élément qui est clé. Le fait de voir concrètement, toutes les personnes qu'on voit sur cette chaîne ou des opérations, elles existent vraiment, les gens vont les voir. Tu te dis, mais en fait, c'est vraiment possible. On peut faire une marge de 20% à Paris, en région parisienne, en province, peu importe, sur de la division de bâti, sur de l'immeuble, c'est possible. Et on apprend à le faire et on apprend à le modéliser et puis on le réalise in fine. Mais c'est vrai que sans l'avoir vu, c'est plus compliqué. Ouais. Et puis tu sais pas, c'est en fait un sentiment. Voilà, tu es un peu en mode sécure, mais à un moment il faut se lancer. Ouais. Et quand tu es dans un groupe où ça bouge, tu te lances. Ouais, ok, très clair. Sur la partie de suivi et d'apport sur les opérations, qu'est-ce que c'est que tu as trouvé qui était le plus difficile, toi, sur les opérations de marchand de biens en termes, c'est des connaissances, c'est la capacité à discuter avec des locataires, c'est la capacité à trouver les bons partenaires, c'est le financement. C'est quoi qui a été le plus dur pour toi, tu trouves, dans cette activité? Non, moi je dirais que pour le moment, pour moi, le sujet sur lequel j'ai encore à beaucoup travailler et qui pourtant déclenche pas mal de choses, c'est l'urbain. C'est un sujet qui permet d'avancer sur des opérations. Et là, il y a quand même encore un peu à travailler pour moi. Pour le reste, j'ai pas le sentiment d'avoir des déclics particuliers. Non. Ok. Non, mais l'urbain, c'est sûr que c'est un sujet clé. Ouais. Pour le coup, là, je pense que sur toutes les opérations... Moi, c'est vrai que le financement, j'avais la chance, donc c'est vrai que je dispose d'un petit capital qui me permet de pouvoir aller sur les opérations seul, en tout cas sur les premières, les petites opérations, sans avoir de... Même si tu n'avais pas de financement bancaire. Voilà. Et ça, c'est déjà un sujet pour un néo-marchand. C'est une épreuve parce qu'il faut déjà trouver ce premier financement. Et les banquiers sont frileux. Donc, moi, je n'avais pas ce problème à régler déjà. Là, aujourd'hui, je suis en train de monter 2 dossiers en relation avec un partenaire bancaire pour commencer la relation bancaire, parce que de toute façon, il est nécessaire de commencer à la créer. Donc là, même si je pouvais financer les opérations, je le fais avec un partenaire, parce que c'est aussi apprendre ce pan du métier. Tout à fait. Mais moi, je n'ai pas bloqué là-dessus au début. Après, l'association, en échangeant avec les membres du cercle, il faut être complémentaire. Certains vont amener un peu d'expérience, d'autres vont amener un petit peu de liquidité. Donc ça s'est fait aussi tout seul. Non, moi, j'ai pas senti de sujet qui était plus bloquant que d'autres. C'est un ensemble, ouais. Sachant que l'urbain, on en parlait tout à l'heure, on a typiquement Laurence dans le cercle. Là, on a fait appel à elle sur tous nos dossiers quasiment, je pense. Et on a des partenaires même pour le financement, on a des partenaires pour du courtage ou des contacts directs, etc. C'est vraiment des facilitateurs. Et toutes ces peurs ou ces difficultés qu'on pourra avoir, on arrive à les défricher en ayant les bonnes personnes qui maîtrisent et ça, c'est important aussi. Qu'on paye ou ça, pas. C'est important parce que c'est des gens qui sont validés par le réseau, par le cercle. Donc, tu vas avoir un sujet, par exemple, si tu cherches un avocat spécialisé dans un thème, on l'a parce qu'il a été coopté, il est dans le cercle, il est partenaire. On va avoir des partenariats avec un courtier bancaire, on va avoir un partenariat avec quelqu'un qui nous conseille sur l'urbain. Et donc tous ces partenaires, on n'a pas besoin de les chercher. Ils sont entre guillemets, ils sont validés. Ils ont solutionné pas mal de problèmes pour des membres. Donc il y a un vrai retour. Ouais. On n'a pas besoin d'aller regarder l'avis Google, quoi. Ouais, c'est ça. Puis ils ont bossé avec des marchands, ça c'est la clé, c'est des pros dans leur domaine et avec la relation marchand de biens. Mais c'est vrai que ce soit sur le financement, que ce soit sur l'urba ou les avocats, etc., c'est vrai d'avoir des pointures ou des gens qui sont très compétents, c'est hyper important, quoi, pour
dépatouiller des situations, trouver les bonnes réponses. Je sais que tu avais fait appel aussi à des sujets pour ton réemploi et d'avoir le bon avocat qui comprend bien ces sujets-là, voir comment le structurer ou pas, etc. Je pense que c'est des choses qui sont primordiales, quoi. Bien sûr. Très bien, parfait. On a fait un beau retour sur ton parcours de marchand et ton réemploi. Tu as parlé du financement, de l'envie que tu avais de découvrir ce pan de métier. Donc, tu as pu faire ton réemploi. Maintenant, c'est quoi un petit peu ta stratégie et puis tes ambitions? Tu nous as parlé un peu de tes typologies que tu recherchais. Mais c'est quoi, tu vois comment ton activité de marchand de biens dans le futur? Peut-être 2, 3, 5 ans, 10 ans? Comment tu imagines ça et qu'est-ce que tu souhaites faire? Aujourd'hui, j'ai 60 ans. Donc voilà, 60 ans. Bon, je leur dis, mais tu les fais toujours pas. Tant mieux, merci beaucoup, t'es gentil. Mais en tout cas, voilà, j'ai relancé cette activité de marchand comme j'ai lancé à mes 24 ans l'activité dans l'objet pub. C'est-à-dire qu'avec la même envie de créer quelque chose, d'avoir la liberté et le plaisir de fabriquer quelque chose, c'est hyper gratifiant en fait, de créer quelque chose. Il y a des gens qui sont forts dans l'art, ils vont faire une peinture, une sculpture. Quand tu crées quelque chose, là par exemple l'ancienne boîte, ça fait plus de 30 ans qu'elle existe, elle a aidé à vivre des collaborateurs, c'est gratifiant. Et moi là je le refais dans le monde de l'immobilier, en créant cette boîte de marchand, avec l'idée, en tout cas dans ma tête, maintenant je ne sais pas si ça se fera, que mes filles s'intéressent au sujet, parce qu'en fait j'ai souvent parlé de mon activité dans l'objet pub à la maison, enfin, pas souvent, mais ça arrivait de temps en temps, et ça n'intéressait personne. Donc de toute façon, je savais qu'à terme, elle reprendrait jamais l'activité. Je devrais vendre parce que ça n'intéresserait personne. L'immobilier, ça semble intéresser un peu de monde à la maison. Donc j'ai une de mes filles qui bosse dans l'immobilier déjà. L'aînée, elle est ostéo, donc pas trop, mais elle m'a aidé par exemple quand j'ai fait du locatif. Elles ont toutes les deux collaboré pour la déco, elles ont collaboré pour créer les annonces. Donc, tout ça, enfin, c'est des petites choses qui m'ont donné des idées. Et si je pouvais, moi, mon rêve, ce serait de continuer à travailler pendant, tu parlais de 5-10 ans, et pourquoi pas. Alors, réduire tout doucement le rythme, mais pouvoir créer un truc un peu familial, pouvoir transmettre cette boîte de marchand, couplé à la foncière qui va continuer éventuellement, parce qu'on sait qu'il y a un énorme problème de locatif en France, et donc je pense qu'on fait du bien quand on met sur le marché des beaux logements et qu'on propose à la location des beaux logements. Je pense que c'est pas du tout du marchand de biens, et c'est presque du social, quoi. C'est important, et donc c'est du gagnant-gagnant, parce que nous évidemment on n'est pas des philanthropes, on fait les choses aussi pour nous, mais c'est les deux, sur ces deux jambes-là, c'est-à-dire continuer le marchand et continuer les investissements locatifs. C'est un petit peu mon projet pour les 10 prochaines années, voire plus. Et si je pouvais le faire avec mes filles, ce serait vraiment le top. Très bien. Ouais, on les a vues et rencontrées. Elles étaient venues à Vitry voir le projet. Puis là, elles auront le message en direct. Ouais, même si elles le savent un petit peu, mais là au moins c'est clair, net et précis. Rappelé. Ah bon, très bien, parfait. On leur passe le bonjour d'ailleurs. Merci pour elles. Et quand tu es rentré dans le cercle, ça a été un sujet? Tu en as parlé en famille, etc. Que tu rentrais dans un groupement, que tu voulais te relancer dans une boîte. Mais je pense que, je sais pas, ils doivent se poser des questions, parce qu'ils peuvent se dire, mais pourquoi ils se calment pas? Parce qu'en fait, j'allais presque te poser une question. Quand tu as gagné plein d'argent et que tout va bien, pourquoi tu continues? Mais c'est parce qu'en fait, c'est comme ça, c'est comme un casse-tête en fait, c'est comme un jeu. Mais c'est une façon de passer, enfin, c'est pas passer son temps, mais c'est comme du plaisir. Enfin, quand j'étais gamin, tu poses un casse-tête comme ça sur le bureau, il y a des gens qui vont le prendre au bout de 5 minutes ou même quelques secondes, ils vont le jeter parce que ça ne les intéresse pas. Puis il y a des gens qui vont se tordre la tête pour essayer de trouver la solution. Mais j'étais peut-être plus, et je pense que j'étais plus un gamin comme ça, c'est-à-dire à essayer de trouver la solution au problème. Et quelque part, tu tires de la satisfaction, du plaisir quand tu y arrives. Et forcément, comme je le disais tout à l'heure, avec un peu de patience et quelques bons conseils, normalement, sauf si le truc il est truqué et qu'il n'y a pas de solution, mais tu dois trouver. Et c'est l'activité de marchand ou l'activité d'entrepreneur en général, c'est un peu la même chose. Donc il y a des problèmes à régler, mais normalement, si tu le fais à peu près correctement, ça avance. Et j'aimerais bien transmettre ça aussi à mes enfants et peut-être à mes petits-enfants, parce que j'ai aujourd'hui une petite fille. Donc c'est sympa.
Comment tu gères ton planning un peu? C'est quoi tes semaines? Tu travailles beaucoup, pas beaucoup? Que ça donne un peu un ordre d'idée à des gens qui voudraient dire Alors, est-ce que je peux me lancer? Ma femme trouve que je travaille trop. Trop? Beaucoup plus qu'avant, presque. Ok. Mais moi, j'ai pas le sentiment. En fait, elle me dit, mais tu te rends pas compte, tu pars le matin dans ton bureau là-bas et tu reviens le soir et je t'ai pas vu de la journée. Alors que, mais bon, moi, voilà, ma journée, elle est simple. Hein. J'ai maintenant une promenade avec mon chien tous les matins. Très bien. Donc 1 heure de marche tous les matins. Et en vérité, c'est pas du temps perdu parce que ton cerveau, il fonctionne à ce moment-là. Donc c'est quelques coups de fil, quelques petits messages que tu lis et puis que tu envoies. Mais ça aère un peu la tête et puis ça fait du bien au corps. Après, voilà, j'engage ma semaine comme elle a été préparée, c'est-à-dire soit des visites. Tu vois, mercredi, j'ai un rendez-vous pour aller bricoler dans un appartement pour améliorer le DPE, pour pouvoir mieux le vendre. Enfin bref, chaque semaine, tu essaies de t'organiser pour pas qu'il y ait de trous, mais c'est pas toujours les mêmes non plus. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, il y a des moments où tu vas chercher des biens et là, chaque semaine va se ressembler. Mais quand tu commences à avoir les choses qui se chevauchent, tu as les opérations que tu dois gérer en opérationnel. Donc là, c'est tes semaines, en fait. Il faut simplement les organiser pour pas avoir trop de trous. Mais quelques petites plages où tu peux improviser, c'est pas mal aussi, parce que ça permet de traiter une urgence. Ouais. Si tu es complètement saturé, tu peux même pas traiter une urgence. Donc c'est bien. Il y en a souvent. Ouais. Des urgences. Alors c'est vrai que toi, tu dois être au taquet, mais moi, si je suis à 70%, c'est bien, parce que ça permet comme ça de pouvoir absorber... déjà de ne pas avoir ton niveau de stress trop chargé, donc tu es pas mal, et puis d'absorber une urgence. Ouais. Moi, mon rythme, c'est ça. Ok. Voilà. Sachant que moi, j'ai un rythme peut-être un peu plus chargé, mais parce qu'aussi on a pris du staff qui gère un peu aussi les urgences. Est-ce que c'est un truc que tu envisages de refaire? Parce que tu avais une boîte avec 50 collaborateurs. Est-ce que toi, tu envisages de reprendre des collaborateurs, d'imaginer une structuration d'entreprise un peu plus... C'est possible. Déjà, je l'envisage avec mes filles éventuellement. Okay. Mais c'est vrai que si jamais... alors je ne les forcerai jamais à faire ce choix. Enfin, je veux dire, elles feront le choix qu'elles veulent. Et c'est vrai que si elles viennent, c'est tant mieux. Si elles viennent, je pense qu'on structurera, on accélérera ou on essaiera d'organiser le truc. Si je suis tout seul, il arrivera un moment peut-être que je vais pas forcément avoir l'énergie ou l'envie, parce que ça servira juste à passer mon temps. Donc je ne vais pas forcément embaucher du monde pour embaucher du monde, quoi. Si j'arrive à absorber la charge de travail... si tu peux le faire toi, tu le feras toi, et ça sera OK. Et mon objectif, c'est pas forcément de passer de demain à solo à 50 personnes à gérer. Voilà. Si j'avais 30 ans, je te répondrais peut-être pas la même chose. OK. Ah oui. Ouais, c'est des phases. Oui, parce que moi, à 25 ans, j'avais envie de bouffer tout le monde. Hein. Et il faut que le rêve soit grand. Parce que sinon, tu fais rien du tout. Hein. Mais si le rêve il est trop petit, tu n'avances pas. Mais il faut qu'il soit très, très grand pour que, justement, quand tu te retournes, tu te dis « Ah ben, j'ai pas atteint finalement l'Everest, mais je suis quand même bien perché. » quoi. Voilà. Et tu es fier. Mais il faut quand même, effectivement, avoir l'ambition... Parce que sinon, tu couches pas tous les obstacles, hein, parce qu'il y en a quand même des obstacles. Oui, c'est clair que c'est pas facile et c'est compliqué, que ce soit l'entrepreneuriat en général ou le marchand de biens en particulier. Exactement. Ok. Sur la partie, je dirais, un petit peu modèle, inspiration, est-ce qu'il y a des personnes dans le cercle ou des membres qui t'ont boosté, qui t'ont aidé à t'inspirer, à voir des modèles, des choses comme ça? Parce que je pense que tu es pour pas mal de monde aussi l'inverse, c'est-à-dire, je parle pour nos membres, mais un peu notre sage. Je suis le vieux de la bande. Ouais, mais je suis le plus vieux de la bande. Moi, je t'appelle le sage. C'est bien, t'es gentil. Mais tu vois, est-ce qu'il y a eu à l'inverse? Parce que t'es assez très calme. Alors, je pense que ça, c'est une grosse qualité pour les marchands c'est une activité très émotionnelle. Hein. Quand on a des offres d'achat acceptées, refusées, des compromis qui sautent, des financements, etc. Je pense que toi, tu as plutôt assez plat, en tout cas d'apparence. Si. Est-ce que tu as plus d'expérience par rapport à ça? Mais est-ce qu'il y a eu des choses que tu as appris de certains ou de certaines qui t'ont inspiré là-dessus? Donner des noms, c'est pas forcément ça. Non, on n'est pas forcément pour... Parce qu'effectivement... des choses particulières. Non, je m'inspire de tous ceux que j'essaie de rencontrer, de côtoyer. On n'est pas des milliers, mais on est quand même nombreux. Et on n'a pas pu encore... J'ai pas pu creuser et discuter vraiment avec tout le monde. Mais oui, on s'inspire un petit peu des uns et des autres. Mais vous, les membres fondateurs... Parce que tout le monde, finalement, a quelque chose à donner. Et comme ça vous ne gardez pas, vous donnez,
C'est ça qu'on trouve aussi dans le cercle. On partage, c'est vrai, à chaque fois. Ouais. Ok. Tout à l'heure, en off, avant qu'on vienne tourner cette vidéo, tu disais que tu avais aussi t'avais fait des associations, pas mal, pour des projets long terme. Ça t'avait permis de faire ton réemploi. Ouais. Mais tu avais un autre sujet maintenant, c'était aussi de faire un peu du récurrent avec des revenus récurrents sur des dossiers, en plus de tes opérations. Comment tu as choisi typiquement, par exemple, qu'est-ce que je mets alors dans le réemploi au départ, c'était un peu contraint, mais qu'est-ce que je mets maintenant dans mes propres opérations? Qu'est-ce que je mets en association? Qu'est-ce que je mets juste sur des placements financiers? En fait, comment tu t'es organisé sur ça un petit peu? Ça, c'est un peu défini par rapport à mon réemploi. C'est-à-dire que dans ma holding, en fait, j'ai touché mes fonds dans ma holding. Et c'est depuis cette structure que j'avais à réemployer mes fonds. Oui. Donc j'ai déjà créé une société de marchand de biens que j'ai capitalisée à hauteur de ce que j'avais besoin de faire d'abord dans le premier réemploi, la première partie. Voilà, la première enveloppe. Donc cette enveloppe-là, qui est affectée à la société de marchand de biens, elle reste dans la société de marchand de biens. Elle va continuer de fonctionner et de lever des fonds auprès des banques pour faire des opérations. Donc ça va être les fonds qui sont affectés à l'activité de marchand de biens qui pourra perdurer dans le temps. Et à côté de ça, dans ma holding, j'ai des fonds que je souhaitais placer. Donc j'avais plusieurs solutions. Ça peut être de la bourse, mais le fait d'avoir rencontré maintenant plein de marchands performants m'a ouvert aussi une nouvelle piste. Et là, j'envisage de faire du prêt en fait en obligation rémunéré avec un revenu mensuel. Et ça peut être une partie de mes fonds. Ouais. Pas forcément... Ils ne sont pas forcément tous déployés à l'instant T ou au moment, sur des périodes courtes. C'est ça. De la dette privée, en fait, sur des opérations de marchands, mais sans intermédiaire, en fait, de direct, de gré à gré, entre des marchands de biens. Quand tu côtoies des marchands qui finalement ont des belles opérations et qui parfois ont des besoins, et si toi, tu as des fonds à placer, ça matche assez vite, quoi. Ouais. Ce serait dommage de ne pas profiter de ces relations. Ça facilite la confiance qu'on a dans les opérations, parce qu'on sait qu'elles sont, je pense, assez bien montées. On connaît les personnes, on les côtoie de façon récurrente et régulière aux événements, et ça permet de placer. Puis toi, tu avais une ambition, c'était de toucher potentiellement des revenus récurrents, mais mensuellement plutôt qu'annualisés, pour pouvoir avoir un petit peu des revenus tous les mois, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que l'activité de marchand ne génère pas un revenu mensuel. C'est pas régulier, voilà. Ça peut être des grosses enveloppes qui tombent au bout de 2 ans, au bout d'1 an, au bout de 6 mois. Et mon activité d'investisseur immobilier, pour le moment, est à l'équilibre, mais j'ai aussi des petites choses à régler. Donc j'avais envie de me générer un flux de trésorerie, un flux récurrent, de finances, mensuel. Voilà. Et donc avec ce capital, en le plaçant sur des obligations rémunérées, ça peut être aussi des actions à dividendes. Enfin, tout ce qui va générer du rendement mensuel te génère un flux qui rentre dans ta holding et qui permet de vivre de ces intérêts-là. Donc, tu peux puiser des besoins financiers sur cette partie-là, sur cette petite poche-là. Voilà. Donc, c'était aussi mon souhait de pouvoir trouver. Alors, je le fais déjà en parallèle, mais vu que j'avais accès à des dossiers, j'ai questionné, j'ai vu que ça pouvait intéresser certains et je vais mettre en place avec plaisir avec eux des enveloppes pour que ce soit du gagnant-gagnant. Moi, je gagne mon petit flux mensuel d'intérêts et eux récupèrent un peu de fonds pour débloquer leurs opérations au niveau de la banque. Et concrètement, du coup, c'est des rendements annualisés, mais que tu touches au mois le mois. C'est ça. On parle de combien à peu près de rendement? 1 point le mois? Oui. C'est globalement ce qu'on fait actuellement et ce qui se fait entre marchands de biens ou entre prêteurs et marchands. Donc 12% l'an, 1% par mois. C'est ça. Donc quand on a des sommes peut-être de 100, 200, 300, 500, 1 million, différents projets, différents porteurs affectés ou non affectés sur des opérations, ça permet d'avoir un retour sur investissement de fonds qui sont immobilisés et qui ne tourneraient pas ailleurs ou tourneraient sur des produits peut-être moins pertinents, moins performants en termes de rémunération. Plus bloqués. Plus bloqués aussi. Ouais. Ou à plus de risques. Ou alors à moins rentable. Ouais. On peut trouver du 5 points, on peut trouver des rendements. Là, et je pense que c'est toujours la même stratégie, c'est pas tous ses œufs dans le même panier. Mais là, quand on a un panier comme ça, assez intéressant, qu'on connaît, comme tu le disais, des marchands qu'on côtoie, qu'on apprécie, et qui peuvent être un peu bloqués à un moment, c'est vachement sympa de pouvoir
Puis en plus de ça, on va partager. C'est des gens qui vont partager leurs opérations et donc ça va enrichir encore ma connaissance dans le marchand. Puisqu'en fait, c'est des opérations que je ne vais pas mener tout seul, mais que je vais, pas en association, mais je vais pouvoir aussi, moi, regarder par-dessus leur épaule ce qu'ils font et ça va m'enrichir. C'est ce que tu disais, hein, quand on a fait les opérations même ensemble, tu disais j'apprends beaucoup en fait, avec les opérations qui sont montées, gérées, etc. Tu en as moins à faire peut-être, mais tu apprends comme ça et tu gagnes en expérience et probablement en fait en temps directement ou en idées sur tes propres opérations. Donc c'est un bon moyen aussi, et une bonne idée peut-être pour certains pour accélérer leur développement ou leur apprentissage, quoi. C'est ça. Ok. Du coup, tu as eu en tant que réinvestisseur et marchand, tu as eu un bon retour sur investissement par rapport au cercle, toi, de ton côté? Ah oui, oui. Ah oui, moi, je regrette pas d'avoir fait ce choix. C'est vrai que c'est, je pense, un des sujets qui travaille le plus quand on aborde un réseau comme le cercle, c'est qu'il y a un coût. Ouais. Mais c'est comme une franchise. Si on arrive à récupérer finalement son investissement, il n'y a pas de regret. Et on ne le sait pas à l'avance. C'est pour ça que c'est toujours un peu compliqué au début. C'est pour ça que la fameuse péniche, la fameuse sortie où j'ai vu que les gens étaient contents, je me suis dit, ils n'ont pas l'air d'avoir été volés. Donc voilà, je me suis inscrit, je me suis jeté. Et donc 2 ans après, puisque ça va faire 2 ans dans quelques semaines, dans moins de 2 mois, que j'ai rejoint le cercle. Et franchement, je ne le regrette pas, quoi. Ça m'a permis de répondre aux attentes de l'administration. Ça m'a permis de faire un nouveau cercle d'amis, de relations. Ça m'a permis d'investir une partie de mes fonds qui est libérée finalement de mes obligations aujourd'hui. Et puis, ça me permet d'avoir appris un nouveau métier de marchand qui me génère, si je le fais bien. Bon, il y a toujours un risque, hein, mais des marges qui peuvent être confortables. Et donc, voilà, aucun regret. Bon, c'est cool, c'est très bien d'entendre ça, mais je pense que ça, peut-être ça parlera à certaines personnes aussi, parce qu'on en a pas mal. Pierre-Emmanuel me disait ça, hein, qui reçoit les candidatures, des gens qui ont des sujets de réemploi, qui aimeraient bien se lancer en marchand, qui voudraient peut-être le faire par le biais d'un fonds délégué, etc. Mais on a quelques profils comme ça dans le cercle et je pense que c'est un bon moyen de le faire si on a envie de soi-même de se réimpliquer. Et même si on n'a pas envie, on va rechercher aussi, et c'est dans les stratégies de développement qu'on a du cercle, de trouver, pour financer les opérations des membres, des prêteurs privés, des réinvestissements, peut-être, pourquoi pas, avoir des idées de monter des fonds dans ce domaine-là. Oui. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est intéressant et important. Ça risque d'être une des problématiques. Tu l'as dit tout à l'heure, pour les néo-marchands, c'est une problématique, le financement. Tant mieux pour toi, tu vas pouvoir les financer, te faire rémunérer pour ça sera très bien, mais ça pourrait être une problématique. Tu as parlé tout à l'heure un petit peu de l'enjeu presque social du marchand de biens, sur les opérations qu'on a pu faire, donc de créer du logement, etc. Il y a des trucs sur lesquels tu n'irais jamais, qui ne te plaisent pas, il y a des éléments particuliers d'opérations qui te tiennent plus à cœur que d'autres, ou tu n'as pas de préférence particulièrement Non, j'ai pas d'attirance particulière. Je pense que je me suis pas posé la question, à vrai dire. Pour le moment, j'ai pas de rejet sur une typologie d'opération. Tu fais au fur et à mesure des opportunités. Ouais, il faut quand même que je pense qu'il y a un fond de feeling mais je me suis pas rendu compte. Je pense que quand même il y a des choses sur lesquelles tu passes, mais tu sais pas pourquoi. C'est peut-être des villes. Par exemple, si j'irais pas à Grigny, par exemple. D'accord. Et je sais que, par exemple, pour avoir participé à des ventes aux enchères au tribunal d'Evry, qu'il y a des gens qui sont friands des produits. Okay. Parce que ils se battent. J'ai participé à des appels d'offres, à des ventes aux enchères, et ils sont 3 ou 4 à surenchérir. Donc ça veut dire qu'il y a un marché. Il y a un intérêt. Moi, je me dis que la charge mentale à gérer ça, c'est-à-dire qu'il va y avoir sûrement une marge à faire, mais il y a quand même pas mal de problèmes à régler. Mais j'ai pas envie de régler ces problèmes-là. Je préfère garder mon énergie pour faire autre chose. Par exemple, là, tu m'as dit, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu n'irais pas? Ce serait celui-là, par exemple. Okay. Sinon, non. A priori, j'ai envie d'apprendre, donc tous les sujets m'intéressent. Je sais que l'année dernière, on avait parlé pas mal de vire et de défisques, etc., et de produits comme ça. Mais j'en rêve encore. J'en rêve. Tu m'avais dit que t'en rêvais. J'en rêve. Bon, on en a plusieurs, mais on va en avoir une ensemble, Jacques. On va en trouver une. J'en rêve parce qu'en fait, c'est aussi mon côté un peu... mon côté taureau, je pense, et puis histoire de construire, on parlait tout à l'heure de la pierre, les opérations, pour arriver à les enchaîner, enfin ce métier de marchand, il faut arriver à les enchaîner justement, pour faire un chiffre d'affaires tous les mois, tous les ans. Et donc l'idée de chercher au bonheur la chance, quelque chose qui va être une anomalie de marché, c'est trop, c'est aléatoire. Trop aléatoire. Voilà. Alors que si tu fais
une opération de type marchand, de Normandie, un produit de défisque. Aujourd'hui, on a la chance que le Pinel s'est arrêté. Donc, les produits de défisque sur l'ancien devraient avoir un petit peu plus la cote. Et ben, des petits immeubles en région, dans des villes qui sont éligibles, il y en a. Et donc, si on couple la VIR avec donc, cette fameuse vente d'immeubles à rénover, plus la défiscalisation, il y a vraiment quelque chose à faire. Donc moi, quand j'ai vu la formation, parce qu'en fait, ça a fait partie d'une formation lors d'un rassemblement à Beauvais, là, ce truc-là m'avait fait des bulles de champagne dans la tête. Tu m'en avais reparlé à plein de monde. Je pense que j'étais pas le seul. Il y a plein de gens qui s'est dit, waouh, on peut faire quelque chose. Après, c'est complexe. Ouais, tout à fait. Mais c'est ça aussi qui fait la barrière un peu à l'entrée. C'est-à-dire que comme c'est complexe, tout le monde ne va pas y aller parce qu'il risque de se brûler les ailes. Nous, on a l'avantage d'être dans un groupement où on peut avoir des conseils, où on peut y aller à plusieurs pour éventuellement partager sur une première opération. On peut y aller. Enfin, je pense que je vais le faire dans les prochains mois, c'est évident, parce que ça me titille toujours. Mais oui, je voulais raviver un peu la flamme. Je voulais voir si elle était toujours active. Je vois qu'elle est là. J'ai une opération à Corbeil. Corbeil est éligible. Et j'ai un sujet là, avec un petit immeuble là, qui est en vente. Là, je l'ai modélisé en VIR. En VIR. Ouais, et en de Normandie, puisque c'est éligible. Ah oui. Ça viendra. Ça va venir. OK. Si on repense à ton activité d'avant versus l'activité de marchand de biens, tu trouves c'est quoi qui a été le plus difficile à lancer ? Ta précédente activité entrepreneuriale ou l'activité de marchand ? Alors, l'activité la première, j'étais associé avec un pur commerçant, enfin un mec qui avait le commerce le dans les veines. sens de la fibre commerciale. Et donc, cette partie-là, c'est lui qui la traitait en fait. Okay. Et donc là, aujourd'hui, quand tu es tout seul, tu dois tout faire. Donc moi, je ne suis pas un pur vendeur. Bon, normalement, je pense qu'un vendeur... à moins d'être un vendeur sur une foire ou c'est un baratineur, on va dire, pour faire la mauvaise image. Un vendeur, c'est quelqu'un qui inspire confiance. Et si tu inspires confiance, tu vas trouver des acquéreurs parce que les gens vont se dire finalement, lui, c'est pas un margoulin, donc je vais lui acheter à lui plutôt qu'à lui parce que lui, voilà. Donc je pense qu'on peut être un bon vendeur suivant le type de métier. Et dans l'immobilier, comme on traite des sujets quand même qui valent un peu d'argent quand même, puisque c'est plusieurs milliers d'euros chaque opération, être quelqu'un qui inspire confiance, c'est quand même pas mal. Donc moi j'arrive à vendre sans problème. Et non, je dirais que j'ai pas le même âge. À 24 ans, j'avais sûrement de l'insouciance. Donc j'avançais en me disant de toute façon, on n'a rien à perdre. Moi j'avais pas d'enfant, pas de femme. J'avais des charges pour vivre qui étaient faibles. Minime, ouais. Donc de toute façon, j'avais zéro risque en fait. Et je m'étais dit, si jamais je me plante, je rembourserai mon prêt à la banque dans 3 ans. Et puis voilà, c'est pas grave. Bon là, j'avais une autre problématique qui fait que j'emploie des fonds. Mais j'avais aussi la sécurité de me dire, de toute façon, si au pire des pires, si je fais que des conneries et que je crame 30%, c'est les impôts. Surtout pas zéro. Tu les aurais donnés aux impôts, tu les as perdus sur la boîte. Bon. Alors, il y avait le sujet voilà. C'est vrai que... Ouais, si, c'est ça. Ok. Donc finalement, pas plus dur l'un que l'autre, c'est différent parce que c'est un autre stade aussi de la vie et un autre niveau entre guillemets de capital ou de risque. Ce que je retiens, c'est pas où est la difficulté, c'est du plaisir dans les deux en tout cas. Je prends du plaisir et c'est ça qui fait que je change pas et que je vais appuyer parce qu'en fait, si tu prends pas de plaisir, t'es malade quoi. Faut arrêter, faut faire autre chose. Ou alors t'es maso. Les gens qui malheureusement sont bloqués dans un truc qui leur font du mal, je peux pas. Moi, j'ai jamais fait ça. C'est-à-dire que dans les deux cas, c'était forcément des difficultés, mais encore une fois, je tirais tellement de plaisir que ça me posait pas de problème. C'était pas de la douleur, c'est juste de la difficulté. Mais la difficulté, c'est un jeu en fait. Si tout était facile, ce serait pas drôle. Quand tu fais, je sais pas, un match de tennis, il faut battre l'autre, c'est du plaisir, mais c'est pas facile. Et voilà, tu le bats et tu es content. On en parlait avec Sébastien encore jeudi ou vendredi, là, il y a quelques jours. On se disait, là, on s'était pris un petit coup de chaud là, sur un dossier en termes de financement, etc. Et puis on a dû trouver des solutions, on a dû bosser en extrême urgence, on s'y est remis. Et sur le moment, c'est pas agréable, mais finalement, ça remet un peu d'adrénaline, on s'y remet à fond, on se retravaille, le cerveau il est en ébullition, puis on trouve des nouvelles solutions qui vont nous permettre de réussir à faire d'autres opérations pour d'autres fois, puis ça redonne de la confiance. Donc c'est inconfortable temporairement, c'est ça. Mais sur notre attrait pour l'activité, le fait de maintenir un peu cette envie, etc., ça nous maintient entre guillemets en vie. Peut-être pas à ce point-là, mais tu vois, en ébullition. Ouais. Mais ça doit correspondre à une typologie de caractère. Tout à fait. Tout le monde ne peut pas supporter ce stress. Il y a des gens qui vont, par exemple, stresser parce qu'il y a trop de travail. Donc, ils vont stresser.
Et puis tout d'un coup, il y a un creux, ils vont stresser parce qu'ils n'ont plus assez de travail. Ouais. Mais en fait, ils stressent tout le temps. C'est vrai. Alors qu'à l'inverse, quand il n'y a plus trop de travail, il faut souffler un peu. Et puis quand il y a du travail, il faut taper dans la butte, quoi. Mais il faut le prendre que par le bon côté. Et tu crois que, quelle que soit l'activité, que ce soit une activité entrepreneuriale type les objets pubs que tu faisais ou le marchand de biens, c'est les mêmes compétences ou les mêmes Moi, je pense, red flags? Ça change pas? Mais oui, parce que quand tu parles souvent du chef d'orchestre, en fait, tu parles souvent de ce profil qu'il faut avoir. On en est assez convaincu qu'on est plutôt chef d'orchestre que dans l'opération. Mais c'est ça, en fait. Que tu sois chef d'entreprise dans un domaine ou dans l'autre, finalement, c'est toi qui tu dois avoir le même état d'esprit. Simplement, tu n'animes pas les mêmes musiciens. C'est pas simplement, tu vas pas avoir que je suis pas musicien, mais que des trompettes. Tu vas avoir des guitares suivant ce que tu veux faire comme groupe, quoi, ou comme métier. Bon, là, nous, on anime des gens qui tournent autour de l'IMO. Moi, j'avais plutôt des gens qui tournent autour de la création, de l'activité de publicitaire. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes personnes. Mais toi, tu as le même recul, tu as la même envie de créer le résultat et tu cherches les gens qui vont t'accompagner pour ce projet. Le projet, en fait, il est différent, mais toi, tu as la même envie, tu as le même objectif, tu l'as défini ton objectif, et donc tu trouves les gens qui vont savoir faire avec toi. Ok. Donc, en tout cas, c'est un mindset d'entrepreneur. Après, c'est le même. Tu veux construire une baraque, c'est la même chose. En fait, c'est des projets. C'est ça, exactement. Voilà. Mener à bien des projets. Voilà. Et c'est ça, maintenant, le métier, c'est chef de projet, là. Chef de projet, en fait. Hein. Voilà. En fait, c'est ça. C'est la grosse différence chef aussi. Chef de projet à ton compte. Chef de projet à ton compte. La grosse différence que je trouve aussi, par contre, par rapport à chef de projet dans certaines activités, ça, j'en parle beaucoup aux membres et aux nouveaux membres, ou anciens, peu importe, c'est que c'est pas une activité, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, en termes de trésor et en termes de génération de chiffre d'affaires, qui est linéaire. Un restaurant, c'est un projet, on monte son projet, mais tous les jours, on fait des couverts et on encaisse du CA. En marchand, peut-être que pendant 6 mois, on n'en encaisse pas et d'un coup, on en encaisse beaucoup. Et d'avoir la capacité à accepter cela, que des fois, ça sera une période un peu plus de jachère parce qu'on est en train de monter des opérations et des fois, on va toucher. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Mais hormis ça, mais c'est pareil dans plein d'activités où il y a des revenus plus irréguliers et on touche des sommes, mais en marchand de biens, c'est particulièrement vrai. Hormis ça, je suis d'accord avec toi que c'est de la gestion de projet. Et c'est pour ça que pour avoir échangé avec certains membres du cercle, certains ont déjà des revenus de locatif qui leur permet d'avoir ce revenu sécurité, un matelas. Voilà. Et donc, ils vont chercher après un petit peu du bonus. Ouais. Mais ils ont déjà la sécurité. Et d'autres, au contraire, et on en parle aussi de plus en plus, ont lâché leur activité pour se lancer en marchand et avoir du temps et créer en fait ces opérations qui vont arriver de façon récurrente. Et pour avoir quelque chose de récurrent, soit se mettre à faire du patrimonial locatif, soit reprendre un peu une activité de freelance, consultant, etc., etc. Il y a plein d'exemples là-dessus. Et c'est ça vient faire un bon mix de tout ça, parce que tout le monde n'a pas envie de faire que des activités de marchand de biens et d'avoir d'autres activités plus à création de capital, comme de l'investissement locatif, etc. C'est très bien. Eh ben, écoute, on a fait un grand tour. Tu as des choses qu'on n'a pas abordées, qu'on t'aurait aimé qu'on discute ? Non, je pense qu'on a fait le tour d'un peu de tous les sujets. Ok. C'est passé vite. C'est passé vite, je sais pas. Ça fait une bonne heure qu'on tourne, même un peu plus que ça. D'accord. Je voulais te remercier pour ton passage dans ce podcast. On a déjà vu des opérations qu'on a faites, notamment celle de Vitry. On en montrera d'autres. Et puis, on ira voir les opérations que tu es en train de réaliser. Avec plaisir. Les filmer, les démontrer pour montrer toute ton expertise maintenant de marchand de biens qui commence à être aguerri et avancé. Je voulais te remercier aussi pour les dossiers qu'on a pu faire ensemble, parce qu'à titre perso, on a quand même fait des opérations ensemble, mais c'était plutôt une très belle aventure et des belles opérations. On va les déboucler maintenant. Voilà, exactement. Il n'y a plus qu'à encaisser. Il va falloir qu'on n'oublie pas de vendre. Hein. Non, on va vendre maintenant. Maintenant, j'ai compris que tu avais changé et que tu avais switché. Et puis, mais je pense que c'était intéressant en fait de partager ce profil-là. Tu es effectivement, je crois, notre doyen dans le cercle et notre sage, mais ça te va bien. Je sais que ça te gêne pas. De toute façon, il faut bien y passer par là. Enfin, voilà, et il faut bien le prendre. Voilà, les choses sont. Il faut garder la santé surtout. C'est vrai. Mais la tu santé, pour l'instant, je l'ai. Et puis prendre du plaisir. Ouais, je vois. Voilà. Je trouve que c'est un leitmotiv chez toi. Et puis toujours le sourire, le côté positif des choses. Mais je pense que ça va avec le mindset d'entrepreneur. Exactement. Si on voit que le côté négatif ou ce verre à moitié vide, c'est compliqué. C'est ça. Bon, on voit que des problèmes partout. Alors qu'il y a des solutions partout. De voir des solutions plutôt. C'est plutôt mieux. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, chers interlocuteurs,
auditeurs, selon que vous regardiez sur YouTube ou que vous écoutiez ça sur des podcasts. Écoutez, si vous aussi, vous êtes inspiré par les propos, les discussions avec de Jacques, vous avez peut-être une question, un sujet de réemploi, un 150 OBTR, peut-être des fonds de différentes opérations, de différentes réussites entrepreneuriales, patrimoniales, succession, héritage ou quoi, et que vous voulez peut-être placer des fonds, vous pouvez aussi vous renseigner sur cette activité de marchand de biens et peut-être même, on est en cours, que vous pourrez investir directement à nos côtés ou à côté des membres, directement sans faire les opérations, comme un pur investisseur financier. Exactement. Et puis, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Vous aurez les liens autour de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles interviews avec d'autres membres tout aussi inspirants que Jacques. Encore merci à toi. Merci, et puis, à très bientôt. Salut, bye bye, ciao. Merci, au revoir.